La pluie tombait dru sur l'Interstate 40, un déluge incessant qui forçait même les conducteurs expérimentés à ralentir. Jacques Meadows conduisait des camions depuis 32 ans et avait affronté tous les caprices du temps que la route pouvait lui réserver. À 59 ans, avec des fils d'argent dans ses cheveux et sa barbe noire, il avait accumulé plus de kilomètres que la plupart des gens n'en pouvaient imaginer, traversant le pays d'un bout à l'autre dans son imposant semi-remorque. Ce soir-là, il transportait des produits électroniques du Tennessee jusqu'en Californie, un peu en retard sur son planning, mais sans s'inquiéter. Jacques avait appris depuis longtemps qu'insister dans de mauvaises conditions météo était le meilleur moyen de finir dans un fossé, ou pire. Mieux valait avancer doucement, arriver en retard, mais arriver entier. L'autoroute s'étendait devant lui, ses phares perçant la pluie et l'obscurité. Il était presque 22 heures, et la circulation s'était raréfiée. La plupart des gens raisonnables s'étaient arrêtés pour attendre la fin de l'orage. Jacques envisageait de faire de même quand ses phares captèrent quelque chose qui le fit lever le pied de l'accélérateur, des personnes marchant sur le bas-côté dans ce temps. Jacques plissa les yeux à travers le pare-brise ruisselant, refusant presque d'y croire. Un homme et une femme, trempés jusqu'aux os, avançaient épaules voûtées contre la pluie battante. Entre eux, deux petits garçons, qui semblaient avoir 7 ou 8 ans. L'un portait une veste bleue et un sac à dos trop lourd pour sa petite taille. L'autre, un gilet olive, serrait ce qui ressemblait à un sac de sport. La femme portait un sac en bandoulière. Même de loin, Jacques voyait à quel point ils étaient épuisés. Que diable faisait-il là? Jacques gara son camion sur le bas-côté une 50aine de mètres devant eux, laissant ses feux de position allumés pour qu'ils le voient. Il attrapa sa veste imperméable derrière le siège et descendit de la cabine. La pluie traversa aussitôt son jean malgré la veste. Il remonta vers la famille, qui s'était arrêtée et l'observait avec une méfiance évidente. De près, ils étaient en pire état qu'ils ne l'avaient cru. L'homme, la trentaine avancée, barbe naissante, visage marqué par la fatigue, portait une veste en jean complètement détrempée et un jean boueux jusqu'aux genoux. Il s'était placé légèrement devant la femme et les enfants, protecteur, sur la défensive. La femme, début de la trentaine, avait de longs cheveux noirs collés au visage et aux épaules. Elle portait une veste sombre et semblait tenir debout par pure volonté. Ses yeux croisèrent ceux de Jacques avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. Les deux garçons grelottaient, les lèvres bleuies, serrés contre les adultes, petits, effrayés et misérables. Et, les amis, lança Jacques pour couvrir le bruit de la pluie, restant à distance pour ne pas les effrayer. Ça va? Vous avez besoin d'aide. L'homme hésita, pesant clairement le danger d'accepter l'aide d'un inconnu sur une autoroute sombre contre celui de continuer à marcher dans l'orage. On va bien, répondit-il, mais sans conviction. La voiture est tombée en panne à quelques kilomètres. On essaie d'atteindre la prochaine ville. Jacques regarda les enfants, manifestement pas du tout en forme, puis l'homme. La prochaine ville est à 25 kilomètres. Vous n'y arriverez pas par ce temps. Pas avec des gosses. Il adoucit la voix. Je ne suis pas là pour vous causer des ennuis. Je m'appelle Jacques Meadows. Je conduis des camions depuis plus de 30 ans. Et j'ai 2 grands-enfants moi-même. Laissez-moi au moins vous emmener jusqu'au prochain relais routier. Vous pourrez vous réchauffer, vous sécher, réfléchir à la suite. L'homme et la femme échangèrent un regard, l'une de ces conversations silencieuses des couples. Jacques vit la fatigue l'emporter sur la prudence. Je suis Daniel Torres, dit enfin l'homme. Voici ma femme, Maria, et nos fils, Miguel et Carlos. Il les désigna tour à tour. On accepte. Ça fait plus de 2 heures qu'on marche. 2 heures? S'exclama Jacques, choqué. Dans cet orage, avec des enfants? Allez, montez avant d'attraper une pneumonie. Il les conduisit jusqu'à son camion, ouvrit la portière côté passager et aida d'abord Miguel, puis Carlos à grimper dans la cabine. Maria suivit, Daniel en dernier. Jacques remonta au volant, mit le chauffage à fond. Il sortit une couverture de secours et la tendit à Maria. Enroulez les garçons là-dedans. Il y a des serviettes dans le compartiment derrière vous. Merci, dit Maria, la voix brisée par l'émotion. Merci infiniment. Tandis que Jacques remettait le camion sur l'autoroute, il jeta un œil à ses passagers. Les garçons étaient blottis sous la couverture, collés à leur mère. Daniel, près de la portière, goûtait sur le tapis,
la mâchoire crispée par ce qui pouvait être de la honte ou de l'inquiétude. « Alors ?» demanda Jacques pour détendre l'atmosphère, « qu'est-ce qui est arrivé à votre voiture ?»« Le moteur a lâché, » répondit Daniel. « Ça a fait un bruit terrible, puis plus rien. Sans doute la transmission. Ça posait problème depuis des mois. On n'avait pas les moyens de la réparer correctement, et maintenant ? Vous alliez où ? demanda Jacques. Après une pause, Maria répondit, à Phoenix. On essayait d'aller à Phoenix. Jacques les regarda, surpris. Phoenix ? Il reste plus de 1500 kilomètres. Vous comptiez faire la route d'une traite ? On n'avait pas le choix, dit doucement Daniel. J'ai une proposition d'embauche là-bas. Dans le bâtiment. La meilleure opportunité depuis des années. On a entassé tout ce qu'on pouvait dans la voiture et on est parti il y a 3 jours. D'où veniez-vous ? De Caroline du Nord, dit Maria. On vivait dans un motel depuis 6 mois, après avoir perdu notre appartement. Daniel faisait 2 boulots, mais ça ne suffisait pas à économiser pour un nouveau logement. Quand ce poste à Phoenix est arrivé au meilleur salaire, meilleure prestation, une chance de repartir de zéro, on savait qu'il fallait le saisir. Mais il fallait y être lundi. Daniel commence lundi matin. Jacques calcula rapidement. On était vendredi soir. Même sans problème, le planning aurait été serré. Et quand la voiture est tombée en panne ? On ne savait plus quoi faire. Dit Daniel, la voix pleine de frustration et de défaite. On avait à peine de quoi payer l'essence et de la nourriture bon marché. Certainement pas pour une dépanneuse, une réparation ou une location. On est resté 1 heure sur le bord de la route à chercher des solutions. Puis on a décidé de marcher jusqu'à la prochaine ville, voir s'il y avait un refuge ou une église. Au moins les garçons seraient au chaud et au sec pendant qu'on réfléchissait. Mais la pluie a redoublé. Il faisait tout noir, ajouta Miguel d'une petite voix étouffée sous la couverture. On avait peur, enchaîna Carlos. Il y avait des gros camions qui passaient très vite. Jacques sentit sa poitrine se serrer. C'étaient des gens bien, des travailleurs qui faisaient tout pour offrir une meilleure vie à leur famille. Et ils marchaient sur l'autoroute dans le noir et la pluie parce qu'ils n'avaient plus aucune option. Eh bien, dit Jacques, vous êtes en sécurité maintenant. On arrive au relais dans 20 minutes. Il y a de la nourriture chaude, des douches, un endroit pour se poser. On ne peut pas vraiment se permettre. Commença Daniel, mais Jacques l'interrompit. C'est moi qui invite, dit-il fermement. Quand des enfants marchent sur une autoroute sous l'orage, l'argent n'est pas le problème. La sécurité, si. Ils roulèrent un moment en silence relatif, seulement troublés par le tambourinement de la pluie sur le toit et le balai régulier des essuie-glaces. L'esprit de Jacques travaillait, envisageant les possibilités. Il devait livrer sa cargaison en Californie dans 3 jours. Sa route passait par l'Arizona, juste devant Phoenix. Il avait un grand camion avec une cabine couchette spacieuse et un siège passager vide. Et ces gens avaient désespérément besoin d'arriver à Phoenix lundi. C'était sans doute fou. Il les connaissait à peine. La politique de la compagnie était stricte sur les passagers non autorisés. Problème de responsabilité, de sécurité, une douzaine de bonnes raisons de les déposer au relais et de poursuivre sa route. Mais Jacques pensa à ses propres enfants, sa fille Sarah, 32 ans, enseignante dans l'Ohio, et son fils Tommy, 28 ans, ambulancier au Texas. Il pensa à l'époque où ils étaient petits et où, après son divorce, il galérait pour joindre les 2 bouts, des voisins qui gardaient les enfants, des professeurs qui achetaient des fournitures scolaires de leur poche, un patron qui avançait de l'argent sans hésiter. La gentillesse l'avait aidé à traverser ces années difficiles. La gentillesse et la volonté d'étranger de voir le besoin d'autrui et d'y répondre. « Écoutez, » dit Jacques en arrivant au relais. « J'ai une idée. On va d'abord vous réchauffer et vous nourrir, et ensuite on en parle. » Dans le restaurant du relais routier, Jacques commanda des cheeseburgers, des frites et des chocolats chauds pour tout le monde. Les yeux des garçons s'écarquillèrent devant de la vraie nourriture. Jacques se demanda quand ils avaient mangé un repas décent pour la dernière fois. Maria et Daniel protestèrent faiblement, mais Jacques balaya leurs objections. « Manger, dit-il simplement. On parlera après. » Il les observa dévorer le repas. Les garçons avec la concentration absolue d'enfants vraiment affamés. Daniel et Maria plus lentement, mais Jacques vit le soulagement sur leur visage,
la façon dont la chaleur et la nourriture les ranimaient. Quand tout le monde eut fini et que les garçons commencèrent à bâiller, Jacques exposa son idée. « Voilà ce que je propose, dit-il. Je vais en Californie pour une livraison. Ma route passe par Phoenix. J'ai de la place dans la cabine, et une couchette à l'arrière où les garçons pourront se reposer. Si vous acceptez de voyager en camion pendant quelques jours, je peux vous déposer à Phoenix dimanche soir. Ça vous laisse une journée pour vous installer avant que Daniel commence lundi. » Daniel et Maria le regardèrent comme s'il venait de leur offrir $1 million. « Vous feriez ça ?» balbutia Maria. « Vous nous emmèneriez jusqu'à Phoenix ? » « C'est sur mon chemin. » répondit Jacques en haussant les épaules. « Et ça me semble mieux que de vous laisser ici essayer de couvrir 1500 km sans voiture ni argent. »« Mais votre compagnie ? » demanda Daniel. « Vous n'aurez pas d'ennui pour des passagers ? » »« Je m'en occupe, » dit Jacques. « Laissez-moi gérer les détails. La question est, êtes-vous à l'aise pour voyager avec moi quelques jours ? » « À l'aise, » répéta Daniel avec un rire un peu hystérique. « Vous venez de nous sauver la vie. Vous nous avez payé à manger. Vous proposez de nous conduire à travers le pays. À l'aise, ça ne suffit pas à décrire. Pourquoi faites-vous ça ? Demanda Maria en scrutant son visage. Vous ne nous connaissez pas. Nous pourrions être n'importe qui. Jacques réfléchit à sa réponse. Je conduis des camions depuis longtemps, dit-il enfin. Et j'ai appris que parfois, la meilleure chose à faire est d'aider quelqu'un qui en a besoin. Sans question, sans condition, juste aider. Des gens l'ont fait pour moi quand j'en avais besoin, quand j'élevais seul 2 enfants avec un salaire de routier. Je ne fais que transmettre. Les yeux de Maria s'emplirent de larmes. Merci, murmura-t-elle. Merci infiniment. Ils quittèrent le relais 1 heure plus tard, les garçons installés dans la couchette sur un nid de couverture, déjà à moitié endormis. Maria s'assit sur le siège principal, Daniel sur le strapontin à côté. Jacques remit le camion sur l'autoroute, direction ouest, dans la nuit qui s'éclaircissait peu à peu. Au cours des 2 jours suivants, Jacques apprit l'histoire de la famille Torres. Daniel était charpentier qualifié avant que l'économie ne s'effondre et que les chantiers ne disparaissent. Il avait pris tous les boulots possibles, entrepôt, jardinage, vente, mais rien ne permettait de s'en sortir. Maria travaillait comme aide-soignante à domicile, mais ses heures avaient été réduites. Ils avaient perdu leur appartement quand le loyer avait augmenté. Le motel était moins cher, mais empêchait d'économiser pour une caution et un premier loyer. Ils étaient piégés, travaillant sans cesse sans jamais parvenir à sortir la tête de l'eau. Le poste à Phoenix était dans une entreprise de maison sur mesure, le type de travail pour lequel Daniel avait été formé. Bon salaire, bonne prestation, et un logement temporaire arrangé via des connaissances. C'était leur chance de repartir à zéro, qu'ils avaient failli perdre à cause d'une voiture en panne sous la pluie. Jacques découvrit aussi Miguel et Carlos, des jumeaux de 7 ans. Miguel était calme et observateur, Carlos plus bavard, posant 1000 questions sur le camion, la route, tout. De bons enfants, polis, bien élevés, manifestement aimés. Les garçons se rapprochèrent vite de Jacques, fascinés par le camion et la hauteur de la cabine. Jacques les laissa tour à tour sur le siège passager, leur montrant les camions intéressants, leur expliquant les panneaux et le jargon des routiers. Il les entendit rire pour la première fois quelque part au Nouveau-Mexique, et ce son le fit sourire. La nuit, il s'arrêtait dans des relais où Jacques avait ses habitudes. Il organisait des douches et du repos pour la famille, payait dîner et petit déjeuner. Il appela sa fille Sarah pour lui raconter. « Papa, c'est magnifique, dit-elle. C'est tout à fait toi, voir quelqu'un dans le besoin et l'aider sans hésiter. J'espère faire le bon choix, avoua Jacques. Tu le fais, répondit-elle fermement. Absolument. Le dimanche soir, en entrant à Phoenix, les lumières de la ville s'étendant devant eux, Jacques vit Daniel et Maria se tenir la main très fort, le visage mêlant espoir et anxiété. C'est ici, dit doucement Daniel. C'est ici que notre nouvelle vie commence. Jacques les guida jusqu'à l'adresse. Un immeuble modeste dans un quartier populaire. L'ami qui avait organisé le logement temporaire les attendait, il y eut des retrouvailles émues. Jacques déchargea les quelques sacs, refusa les offres de paiement qu'il savait impossibles. « Vous avez déjà tant fait pour nous, » dit Maria en le serrant dans ses bras. « Je ne sais comment vous remercier. »« Pas besoin, » répondit Jacques. «
Prenez soin de votre famille. Faites que ce nouveau départ marche. C'est déjà assez. Miguel et Carlos l'étreignirent aussi. On vous reverra, monsieur Jacques, demanda Carlos. Peut-être, dit Jacques en lui ébouriffant les cheveux. Je passe souvent par Phoenix. Si je suis dans le coin, je viendrai vous voir. Il échangea ses coordonnées avec Daniel et Maria, remonta dans son camion. En s'éloignant, il les vit dans son rétroviseur, tous les quatre agitant la main. Daniel enlaçait sa femme et ses fils, même de loin, Jacques vit qu'il pleurait, mais de joie. Jacques poursuivit jusqu'en Californie, livra sa cargaison, repartit vers l'est. La vie reprit son rythme, long trajet, relais, repas solitaires. Mais quelque chose avait changé en lui. La solitude à laquelle il s'était habitué n'était plus la même. Moins une fatalité, plus quelque chose qu'il pouvait changer. Il prêta plus attention aux gens autour de lui, collègues routiers, serveuses, famille en panne. Il proposa plus souvent son aide, paya des repas à ceux qui semblaient affamés, emmena des voyageurs échoués quand c'était sûr. Petit geste de bonté qui se propageait. 3 mois plus tard, son téléphone sonna d'un numéro inconnu d'Arizona. C'était Daniel, excité. « Jacques, je cherchais à vous joindre. Je voulais vous donner des nouvelles. »« Comment ça va ?» demanda Jacques, sincèrement heureux. « Mieux que nous l'aurions imaginé. Le boulot est super. Je travaille sur de belles maisons, le genre d'artisanat pour lequel j'ai été formé. Maria est infirmière scolaire. Les prestations sont incroyables. On a économisé pour notre propre appartement. Les garçons vont bien à l'école. Jacques, on y arrive. Vraiment. C'est merveilleux, dit Jacques, la gorge serrée. Mais la vraie raison de mon appel, continua Daniel, c'est mon patron, Robert Hay. Il ouvre une nouvelle division pour la construction d'urgence après catastrophe en maison rapide pour ceux qui ont tout perdu dans les inondations, incendies, ouragans. Il cherche quelqu'un pour gérer la logistique, approvisionnement, transport, coordination avec les agences humanitaires. Gros poste, bon salaire, voyage, mais il faut quelqu'un qui comprenne la logistique, les camions, les routes, les plannings complexes. Jacques fronça les sourcils, ne voyant pas où il voulait en venir. Je lui ai parlé de vous. De comment vous nous avez aidés quand nous n'avions rien. De vos années d'expérience, votre connaissance des routes et réglementations. Robert veut vous rencontrer. Il pense que vous seriez parfait. Et Jacques, ce n'est pas conduire, c'est gérer, planifier, faire une vraie différence pour des familles en crise. Ça vous intéresse ? Jacques resta muet de stupeur. Un nouveau boulot. Une façon différente d'utiliser ses compétences. Un travail qui avait du sens. Aider des familles à reconstruire après une catastrophe. J'ai 60 ans, dit-il lentement. J'ai conduit des camions toute ma vie adulte. Justement, vous connaissez le terrain, répliqua Daniel. C'est exactement ce dont Robert a besoin. Pas un diplômé qui n'a jamais roulé. Venez le rencontrer. Qu'est-ce que vous risquez ? 2 semaines plus tard, Jacques prit l'avion pour Phoenix et rencontra Robert Hay, un homme direct de 50 ans qui dirigeait son entreprise avec intégrité et engagement. Daniel m'a raconté comment vous avez conduit sa famille à travers plusieurs états quand il n'avait plus rien, dit Robert. Ça en dit plus sur votre caractère qu'un CV. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour la logistique de cette division humanitaire. Quelqu'un qui traitera nos clients et des gens qui ont tout perdu avec respect et compassion. Je pense que c'est vous. Ils parlèrent 2 heures du poste, de la vision, de la logistique. À la fin, Robert proposa le poste à Jacques, salaire supérieur à tout ce qu'il avait gagné comme routier, prestations, et la chance de faire une vraie différence. Jacques accepta sur le champ. Il donna sa démission, vendit son camion personnel, déménagea à Phoenix. Pour la première fois depuis des décennies, il ne vivait plus sur la route. Il avait un appartement, des horaires réguliers, des collègues, et un travail qui comptait, coordonner les livraisons de matériaux dans les zones sinistrées, collaborer avec les agences humanitaires, s'assurer que les familles reçoivent ce qu'il faut pour reconstruire leur maison et leur vie. Daniel et Maria devinrent comme sa famille. Il passa les fêtes avec eux, assista au spectacle scolaire de Miguel et Carlos.